Bienvenue dans Ciel ma planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Salut! Aujourd'hui, on va parler biodiversité avec Géraldine et Geoffrey Vullier, les co-créatrices et co-créateurs de la fresque de la biodiversité. C'est parti! Bonjour Géraldine, bonjour Geoffrey-Édouard et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Bastien, merci de nous avoir invités à participer à ce podcast. Notre première question, ça va être comment va votre planète ? La planète, elle va mal si on prend la biodiversité, ça va mal, mais on ne s'en aperçoit pas, parce qu'on extrait toujours plus, on extrait plus de bois, on extrait plus de nourriture, plus de poissons, on a de plus en plus de terres qu'on peut utiliser. Et en fait, tout ça, c'est pas illimité, et en fait, ça s'amenuise. On s'aperçoit qu'il y a aussi de moins en moins de forêts, de moins en moins de poissons dans les océans, il y a de moins en moins de terres agricoles disponibles, et en plus, les endroits où on est présent et qu'on exploite se dégradent jusqu'à devenir parfois invivables, inutilisables ou autres, avec des pollutions, etc. Il faut voir que la biodiversité, c'est tout ce qui a permis qu'on évolue et que l'homme apparaisse, qu'on ait une planète vivable et habitable dans laquelle on puisse s'épanouir et vivre, se développer. Et en fait, toute cette planète, on est en train aujourd'hui de la détruire, de la dégrader, et on ne s'en aperçoit pas. Voilà comment elle va. Merci Geoffrey pour ce constat, et Géraldine, si tu souhaites compléter. L'érosion de la biodiversité, elle se fait aussi à un rythme qui est inédit. C'est 100 à 1000 fois supérieur à une érosion normale. Les 5 précédentes érosions, ça a pris des millions d'années. Et là, on est, d'ici la fin du siècle, 25% des espèces pourraient avoir disparu. Et on pense beaucoup aux espèces très emblématiques, le panda, le tigre, l'éléphant. Les populations de moineaux domestiques à Paris, elles se sont effondrées de 70%. Et c'est une espèce qui est aujourd'hui vulnérable sur toute l'Île-de-France. Alors que c'est un moineau. C'est vraiment l'espèce un peu banale par excellence. Et il est aujourd'hui vulnérable. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est un épisode sur la biodiversité. Vous avez prononcé le mot plusieurs fois, mais est-ce que ce serait possible d'avoir une définition simple sur ce qu'est la biodiversité, justement ? La biodiversité, c'est le tissu du vivant. Donc, c'est la diversité biologique, la définition de la biodiversité. Et donc, c'est la diversité des écosystèmes, des espèces, diversité génétique, et surtout les interactions entre et à l'intérieur de toutes ces diversités. Et du coup, c'est la diversité des interactions. Ça va être les fleurs, les oiseaux, si vous voulez, et les différents types de couleurs de cheveux qu'on peut avoir. Ou alors, ça peut même être la pollinisation, le traitement des déchets par les insectes et autres. Tout ça, c'est des exemples de biodiversité, d'éléments de la biodiversité. Et comme l'a précisé Géraldine, c'est vrai qu'au niveau de la vitesse d'extinction des espèces, aujourd'hui, on entend parler de la 6e extinction de masse. En fait, ce que disent beaucoup les chercheurs et les scientifiques, c'est qu'on n'y est pas encore, mais on est à l'aube de la 6e extinction de masse. En fait, si on continue au rythme auquel on va, on pourrait avoir effectivement ces 25% des espèces qui vont avoir disparu. Et cette érosion, elle ne se fait pas qu'au niveau des espèces. On a une baisse de la diversité génétique qui met aussi en danger les groupes d'espèces, parce qu'il y a un exemple comme ça, le lynx dans le Jura, sa population se porte bien, mais il y a un manque de diversité génétique et la plupart des individus ont un souffle au cœur. Ça met en danger la pérennité de l'espèce parce qu'elle est plus fragile. Et cette érosion, elle se fait aussi au niveau des écosystèmes. Donc, on est vraiment à l'aube de cette érosion. Et être à l'aube de cette érosion, ça veut dire aussi qu'on n'est pas encore dedans, donc il n'est pas tout à fait trop tard. Mais il faut éviter d'y être et d'être dans un... en fait, une fois qu'on y sera, il y a des effets d'emballement et ça peut s'effondrer assez rapidement. Pour le climat, nous avons des rapports scientifiques élaborés par le GIEC, mais est-ce qu'il existe d'autres rapports scientifiques qui illustrent ce constat actuel pour la biodiversité ? Oui, il y a le rapport de l'IPBES, IPBES, qui a été remis, le principal rapport global qui a été remis en 2019 à Paris, et qui est l'équivalent du GIEC de la biodiversité, qui est vraiment le premier rapport à avoir fait un état des lieux exhaustif des connaissances sur la biodiversité et des connaissances sur l'état actuel aussi des écosystèmes, les différentes tendances et les enjeux à venir pour la biodiversité et les impacts aussi sur les sociétés humaines. C'est vraiment l'équivalent du GIEC de la biodiversité, un rapport qui fait plusieurs milliers de pages, tout comme le GIEC. Et alors, il y a une différence avec le GIEC, moi en tout cas, un élément que je trouve très intéressant dans ce rapport, c'est qu'il y a eu un gros travail qui a été fait pour cumuler toutes les connaissances. Parce
qu'en fait, il faut voir que pour la biodiversité, il y a une partie des connaissances scientifiques, donc qui sont vraiment de la science dure, des statistiques, avec des études revues qui sont passées en comité de relecture et autres. Et après, il y a énormément de savoirs locaux, de connaissances locales sur l'état de la biodiversité locale, des espèces, des différents types d'espèces, d'arbres, de forêts, de l'évolution des écosystèmes. Donc il y a un gros travail qui a été fait pour pouvoir coordonner et compiler à la fois des données scientifiques dures et à la fois des connaissances locales qui ne sont pas des connaissances scientifiques en tant que rigueur scientifique de la manière dont ça a été fait, mais ils sont quand même des connaissances, des savoirs et des données qui sont nécessaires justement pour comprendre cette biodiversité, parce qu'il y a énormément d'enjeux très locaux pour la biodiversité. C'est pas comme pour le climat où en fait c'est des molécules, du coup on peut mettre des capteurs un peu partout et avec des satellites on peut suivre pas mal de choses pour l'évolution du climat. La biodiversité, on parle d'espèces, de diversité génétique d'espèces, d'évolution d'écosystèmes, de fonctionnement d'espèces qui interagissent ou pas, de population d'espèces, de déplacement, etc. Et pour ça on a besoin d'avoir une connaissance aussi visuelle et de vécu de cette évolution qui fait qu'on est obligé il y a eu tout ce travail qui je trouve est très intéressant aussi, de mise en valeur de savoirs locaux qui ne sont pas forcément des docteurs en écologie ou autre. Tu as parlé du dérèglement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'une des causes de la disparition de la biodiversité ? Est-ce que c'est la première cause de l'extinction ? Alors, non, ce n'est pas la première cause, c'est une cause de l'érosion, c'est la troisième cause. En fait, plus de la moitié de l'érosion de la biodiversité dans tous les milieux, océans, terres, rivières, eau douce, les deux premières causes, c'est la destruction des habitats et la surexploitation des ressources naturelles. Dans les océans, c'est d'abord la surexploitation. Le changement climatique, ça n'est que, entre guillemets, la troisième cause, et c'est une cause qui a des effets directs et qui a aussi un effet amplificateur des autres causes. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres causes aussi derrière qui arrivent derrière le dérèglement climatique ? Oui, il y a les pollutions en quatrième et qui, dans les rivières, est la troisième cause de l'érosion, avant le changement climatique. Et la cinquième cause directe de l'érosion, c'est les espèces exotiques envahissantes. Vous, aujourd'hui, malgré ce constat, du coup, qui est quand même alarmant, comment est-ce que vous allez ? Alors, ça dépend des jours. En fait, ça dépend des jours. Je pense qu'on a eu la chance, encore une fois, entre guillemets, d'être assez sensibilisé à ces enjeux depuis très longtemps. On a été biberonné à la biodiversité, donc on avait une connaissance et une conscience des enjeux. Donc, il n'y a pas eu un jour où on s'est pris une énorme claque à découvrir ça. Mais il y a vraiment des jours où ça va pas trop. Moi, je le dis toujours un peu sur le ton de la blague, mais quand les gens me demandent quelles sont mes émotions face à ce constat, je leur dis je suis dans le déni et la joie, parce que je sais que si je regarde en face exactement ce qui se passe, émotionnellement, c'est compliqué. Donc, il y a des moments où ça va moins bien, mais il y a aussi des moments où ça va mieux, parce que la biodiversité, en fait, il y a 1000 histoires et que moi, c'est vraiment un bonheur pour moi de lire toutes ces histoires, de découvrir tout ce qui se passe dans le vivant, toutes les interactions, des choses assez incroyables, assez folles, et ça donne de l'énergie. Et puis, il y a un peu c'est un truc que je dis souvent dans les fresques, mais je trouve que c'est aussi un peu excitant de se dire que, comme disait Gandalf, c'est la plus grande bataille de notre temps. Et en fait, on est là et aujourd'hui, on a un pouvoir d'agir dans notre génération, dans les générations au-dessus, les générations en dessous. On n'a pas le choix d'agir, mais surtout, on a ce pouvoir de repenser la société, d'agir, de se mettre en action. Et je trouve que c'est chouette de se dire qu'on peut peser un peu en fait, dans la balance et on peut prendre en main notre destin et avancer. Super. Geoffrey, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Ouais, je suis pas mal de choses où je suis un peu en phase avec Gérald, mais moi aussi, c'est un peu par vague. C'est-à-dire que quand tu passes du temps à lire des documents sur le climat, sur la biodiversité, surtout sur la biodiversité, il y a vraiment des sujets ou des articles que je lis et en fait qui te dépriment vraiment. La dernière fois, j'avais lu un article, c'est un oiseau en Australie, en fait, qui a perdu son chant. Les enfants naissent en fait et ils doivent apprendre le chant des adultes pour pouvoir se repérer et pour pouvoir se reproduire, attirer des mâles, des femelles et autres. Et en fait, il y a trop d'oiseaux qui ont disparu. Du coup, ils sont plus assez nombreux. Et en fait, les jeunes ne peuvent plus apprendre leur chant. Et du coup, en fait, ça veut dire que l'oiseau va être condamné juste parce qu'il a perdu son chant. En fait, c'est juste triste. Et c'est un peu déprimant de se dire qu'on en arrive là avec des oiseaux qui perdent leur chant et du coup, qui sont amenés à disparaître à cause de ça, juste parce qu'on en a trop chassé. Et du coup, tu as vraiment parfois des sujets extrêmement vraiment déprimant et tu as envie de passer à autre chose, de faire autre chose. Donc, en général, je fais autre chose. Mais tu as aussi le côté collectif aussi, où on a la chance aussi de pouvoir rencontrer plein d'acteurs hyper engagés qui agissent, qui mettent en place des choses.
Et du coup, il y a aussi ça, il y a le côté collectif de plein de gens en transition qui réfléchissent, qui se mettent à faire des choses, qui se mettent à agir et avec lesquels on est en contact et on leur partage les connaissances. Et ça rebooste vraiment et ça aussi redonne beaucoup d'espoir et de joie là-dessus. Mais après, il y a un côté aussi stimulant dans ce constat d'érosion, ou même quand on prend que ce soit le climat ou la biodiversité, c'est aujourd'hui, le monde nous amène à une catastrophe et que le monde nous permet d'éviter ça n'existe pas encore et qu'il y a tout à créer. Donc il y a aussi, parfois, moi je trouve un côté aussi très stimulant il y a plein de choses à imaginer, il faut tout côté quels sont les imaginaires, vers quoi on veut tendre, comment réinventer le mode de fonctionnement. Et moi, que je trouve aussi stimulant à côté de ça. Donc, voilà, j'essaie de changer de bloc en bloc chaque jour pour ne pas rester trop dans la dépression. Merci pour ce retour. Vous avez cité plusieurs mots-clés comme acteur, transition, création, et cela nous amène à la deuxième partie de l'interview sur comment vous avez réussi à traverser cette phase de transition. Donc ma question, c'est vis-à-vis de ce constat, comment est-ce que vous agissez aujourd'hui ? Donc nous, on a pris l'angle de se dire déjà que pour que les gens puissent se mettre en action, il faut qu'ils comprennent les enjeux. Donc on a créé la fresque de la biodiversité, qui donc est un outil qui permet en 3 heures de comprendre ce qu'est la biodiversité, ce qu'elle nous apporte et les causes et conséquences de son érosion, et de faire émerger des pistes d'action pour mieux prendre en compte la biodiversité dans notre quotidien. Donc on a vraiment cette action-là de sensibiliser les gens, d'essayer de les entraîner. Et ça marche pas mal, puisqu'on a déjà, il y a plus de 5500 personnes qui ont participé à des ateliers en 2 ans. Donc on est content. Et voilà, c'est déjà faire comprendre aux gens, en fait, surtout que la biodiversité, c'est un sujet que les gens connaissent peu, maîtrisent peu, qui a été beaucoup relégué aux naturalistes, aux spécialistes, aux écologues, qui est assez peu considéré par le monde politique. Et donc, on a vraiment cette envie de la faire revenir sur le devant de la scène, parce que, comme le disait Geoffrey tout à l'heure, c'est nos conditions de vie et nos conditions de bien-être qui sont dans cette biodiversité. Et d'ailleurs, si on est intéressé pour participer à un atelier de la fresque de la biodiversité, comment est-ce que cela fonctionne ? Est-ce qu'on peut faire des ateliers en présentiel ? Est-ce qu'on les peut faire en ligne ? Alors oui, on peut faire des ateliers en présentiel. Il faut avoir des animateurs qui soient près de chez vous. Vous pouvez nous contacter et on va essayer d'en trouver. C'est aussi un des objectifs, nous aussi, si on a créé cette fresque de la biodiversité, c'est pouvoir faciliter la compréhension des enjeux et mieux expliquer, mais surtout que des personnes qui n'y connaissent rien puissent s'emparer de l'outil et expliquer à leur tour ce qu'ils ont appris et expliquer ces enjeux et pouvoir diffuser le plus largement possible. Donc, on peut en effet participer en présentiel. Donc, pour ça, vous pouvez aussi devenir animateur pour accélérer aussi la compréhension de ces enjeux autour de chez vous. On anime aussi des ateliers en ligne. Maintenant, on est a priori dans une période où on va peut-être repasser que en ligne. On va voir en fonction de l'évolution. Mais voilà, donc c'est tout à fait possible d'organiser des ateliers. Il suffit de nous contacter. Et puis, même nous, on va organiser un tour de France pour essayer de former des animateurs partout en France l'année prochaine, pour pouvoir répondre à toutes les demandes de partout et surtout de pouvoir avoir vraiment des relais partout en France sur cette biodiversité, parce que ce sont aussi des enjeux très locaux et ça permet aussi à plein d'associations locales d'illustrer aussi ce qu'elles font, ce qu'elles mettent en place là-dessus, de le remettre dans un contexte plus global. Quel cheminement avez-vous entrepris pour en arriver là ? Il y a une petite partie de dissonance cognitive en fait aussi là-dessus. Moi, avec Gérard, on a toujours été concernés, intéressés par ce sujet et j'avais toujours ça en tête. Bon, après, j'ai fait mes études, je suis parti à l'étranger, j'ai profité et autres. Et même si j'avais un peu toujours ça dans le coin de ma tête, et en fait, moi, c'est vraiment à la naissance de mon premier enfant, où là, je me suis dit que j'étais vraiment en dissonance et que j'avais envie de me réaligner. Et c'est comme ça que j'ai vraiment un peu fait la bascule pour me concentrer à fond sur les sujets de transition climat-biodiversité. En tout cas, moi, c'est vraiment le déclic qui a fait de basculer de la dissonance à l'action. Géraldine, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose d'autre ? Moi, j'ai toujours aussi, comme disait Geoffrey, on a été toujours sensibilisés et biberonnés. Et la biodiversité, c'était une passion. Je lisais 30 millions d'amis quand j'étais petite. J'ai travaillé pour le WWF. Et j'ai toujours eu des postes qui étaient assez liés à l'environnement, de près ou de loin. Ou alors, je me suis débrouillée, je faisais du marketing et en même temps de la RSE. J'ai un peu... Et puis, j'ai travaillé pas mal à l'étranger et en rentrant, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui avait du sens. Et on a créé la fresque ensemble, en fait, après avoir été formée à être animateur de la fresque du climat. On va peut-être en parler juste après. Et puis après, j'ai trouvé du travail. Et en fait, à un moment, c'est devenu trop... la dissonance, là, c'était moins de la dissonance parce que mon travail, quand même, ça devenait trop un combat intérieur de dire, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de me vouer
pleinement à ce qui me passionne et cet enjeu tellement important. Et donc, j'ai quitté mon travail pour me jeter à corps perdu dans la fresque de la biodiversité. Alors, Géraldine et Geoffrey, quel a été le moment décisif ou la rencontre décisive dans votre parcours pour la création de la fresque? Alors, en fait, avec Geoffrey, on a été formés à être animateur à la fresque du climat en janvier 2019 par Charles Sirot, qui est un copain de Geoffrey, qui lui avait dit « Je viens à Lyon j'ai cet outil qui est très cool, viens, trouve des gens ». Voilà, donc Geoffrey m'a amené avec un autre de nos frères. Pour la petite anecdote, on s'est retrouvés à la même table avec donc Geoffrey et notre troisième frère. Et on est parti dans un débat sur la carte biodiversité terrestre qu'on avait envie de relier à tout. Vraiment, on était non, mais il faut aussi la lier à ça, et les impacts, c'est ça, et les causes. Hein. Et Charles est arrivé en nous disant les Julie, vous allez vous calmer, en fait, c'est pas du tout le sujet, donc reconcentrez-vous. Et donc, on s'est reconcentré, évidemment. Mais on est sorti de là en se disant cet outil est génial, il faut absolument faire la même chose sur la biodiversité. La réalité, c'est que le rapport de l'IBES n'était pas encore sorti, mais on parlait déjà du rythme d'extinction 100 à 1000 fois supérieur. Et la biodiversité, c'est un sujet qui est vraiment moins médiatisé que le changement climatique. Et nous, on était passionnés. On a commencé avec des petits morceaux de papier. On a proposé à Charles Sirot de se joindre à nous au projet. Il a dit oui tout de suite. Comme il avait cette expérience, il était formateur de la fresque du climat, il était dans le petit groupe fresque du climat dès les débuts. Il avait vraiment cette expérience. Et puis ensuite, on a appris quelques mois plus tard, après avoir fait nos premiers tests, que Deloitte Développement Durable avait eu la même idée que nous. En fait, il y a 3 filles là-bas qui ont été formées à être animatrices de la fresque du climat et elles se sont dit « Ok, génial, mais où est la biodiversité » Et donc, elles ont décidé de créer une fresque de la biodiversité. Et on a testé leur fresque, elles ont testé la nôtre, et on a décidé de fusionner les outils pour avoir une seule fresque. Donc, ça a été vraiment... La rencontre avec la fresque du climat a été vraiment décisive. Et après, dans notre parcours ensuite de développement de la fresque, de test, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été... on voulait faire tester notre fresque par des experts de la biodiversité. On l'a fait tester au Muséum national d'histoire naturelle, à l'Union internationale pour la conservation de la nature, à l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, et aussi chez Humanité et Biodiversité. Et l'Office français de la biodiversité a tout de suite... ils ont été, depuis le début, un grand soutien pour nous de cet outil. Ils font notre promo, ils nous encouragent, ils nous aident, ils nous apportent des conseils. Et ça a été vraiment super intéressant pour nous de les avoir à nos côtés depuis le début de l'aventure. En fait, c'est aussi des rencontres avec des gens qui vous motivent. On a donc chez Humanité et Biodiversité le président Bernard Chevassier-Aulouis, qui est je crois qu'il est ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, qui connaît toutes les espèces, ça, et qui nous a dit, mais si vous créez de nouveaux petits apéros écosystèmes qui sont la première partie de la fresque, moi, je veux les tester, tout ça. Là, au Congrès mondial de la nature, on avait un stand, et une de nos animatrices, je crois que c'était une de nos animatrices qui croise Gilles Boeuf, et Gilles Boeuf dit, ah oui, je vois ce que vous faites, je viens demain. Et il est venu le lendemain, il a dit, c'est génial ce que vous faites. Il est resté 1h30 sur notre stand à faire une conférence, c'était incroyable. Et c'est vraiment des experts qui nous motivent. En plus, ils sont super gentils, ils sont super accessibles. Et c'est des vrais moteurs pour continuer à avancer, pour aller plus loin, des belles rencontres. On va parler de quelques pistes d'action. Alors la question, ça sera, quelles sont pour vous les 3 actions avec le plus d'impact positif pour votre planète et pourquoi ? Alors, les actions avec le plus d'impact positif, je vais répondre quelque chose, mais c'est parce que c'est une partie de l'atelier derrière, c'est aussi de discuter justement de ce qu'on peut faire au niveau de la biodiversité, des actions qu'on peut mettre en place ou autres. Ce qui est intéressant, c'est que pour la biodiversité, c'est en fait assez facile de trouver des actions, parce que c'est un sujet complexe, donc on peut avoir du mal à se l'approprier, mais une fois qu'on a un peu compris, c'est très facile parce qu'on parle de vivants, on parle d'éléments concrets et de choses qu'on voit, en fait, quand les gens disent je vais mettre une bande fleurie chez moi, ils la visualisent, ils voient des fleurs, et puis après, ils peuvent regarder ce qui se passe. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Et donc, je vais dire, l'action avec le plus d'impact positif, c'est l'action qu'on est prêt à mettre en place. Parce qu'il faut commencer la démarche, il faut commencer quelque part. Et en fait, les gens ne commenceront pas s'ils ne sont pas prêts à la mettre en place. Donc, dans les ateliers, on sait que c'est pour ça qu'on ne propose pas nous, de solutions, ou en tout cas de pistes d'action, on demande aux gens de proposer des actions, parce qu'en général, celles qui proposent, c'est celles qui seraient prêts, eux, à accepter ou à mettre en place chez eux. Donc, je pense que celle avec le plus d'impact positif, c'est celle-là, c'est celle qu'on met en place. Ensuite, la deuxième, c'est un peu vague, mais ça va être la reconnexion au vivant. Je crois que c'est très important de se reconnecter au vivant, de réapprendre à regarder et à observer le vivant, de voir ce qui se passe et autres.
Là, moi, c'est quelque chose aussi qui m'avait marqué. J'ai un petit cousin qui a 10 ans, qui dessinait et qui demandait il y a tous ses autres petits cousins qui arrivaient, qui disaient, ah, tiens, est-ce que tu peux me dessiner une voiture ou autre? Et moi, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux me dessiner un moineau? Et en fait, il m'a dit, mais c'est quoi un moineau? Et en fait, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un enfant de 10 ans, aujourd'hui, qui soit capable de dessiner tout ce qu'il veut, des voitures et autres, ne sache pas ce que c'est qu'un moineau? Et je me suis dit qu'il y avait un problème parce que c'est vraiment un animal commun, classique, enfin, qui est en train de disparaître pour le coup dans les villes, donc c'est peut-être lié à ça. Mais je pense que la sensibilisation au vivant, c'est vraiment important parce qu'en fait, on perd aussi, il faut voir aussi que c'est nos racines culturelles et autres, le chêne, le moineau et autres, c'est vraiment tout l'imaginaire dans lequel on a évolué et qui fait qu'en fait, on est aussi ce qu'on est. Donc voilà, il y a un sujet là-dessus. Et après, je dirais le gâchis alimentaire, moins gaspiller de nourriture, parce que c'est un énorme enjeu. Le principal enjeu de ce siècle, je pense que ce sera lié à l'agriculture, avec les enjeux climat et biodiversité. Et si on veut arriver à vivre à 10 milliards de personnes, il va falloir pouvoir nourrir toute la planète. Et on gaspille 30% de la nourriture qu'on produit. Et du coup, il y a un vrai sujet là-dessus. Merci beaucoup, Geoffrey. Est-ce que Géraldine, tu veux rajouter un top 3 d'actions qui nous fera un top 6 finalement? Alors, je rejoins tout à fait Geoffrey sur la reconnexion au vivant, sur ces actions en général, évidemment, sur la reconnexion au vivant qui est vraiment un enjeu hyper important et en même temps une source de joie et ça pose plein de questions après, mais qui est vraiment intéressante. En fait, cet enjeu de changer aussi d'état d'esprit et d'imaginaire dans notre rapport à ce qui nous entoure, à la nature qui nous entoure et au vivant. Moi, il y a une action qui est pas, c'est pas quelque chose de très concret, mais qui est pour moi essentielle et dont je parle souvent en fresque. En fait, je trouve que l'enjeu, c'est pas de devenir quelqu'un de parfait. C'est pas on n'est pas là pour ça. C'est compliqué à mettre en place et puis on risque de se décourager. Mais pour moi, une des premières étapes, c'est de faire les choses en conscience, d'avoir conscience que nos actions elles ont un impact. En fait, on dit souvent que la fresque de la biodiversité, c'est un outil qui est pour tous les décideurs et qu'on est tous des décideurs ou des décideuses parce que tous les jours de nos vies, on prend des décisions de ce qu'on va manger, de comment on va s'habiller, de où on va vivre, de se lever le matin. Donc, il y a vraiment cette idée de faire les choses en conscience. Je trouve qu'on s'est beaucoup déresponsabilisé en se cachant derrière les décisions des États, les décisions des entreprises, les décisions de à l'autre bout du monde, ils font ceci, cela. Mon action a un impact, il faut faire les choses en conscience. Et après, on pèse en fait, parce que forcément, toutes nos actions ont des impacts, donc il faut peser celles qu'on va valoriser par rapport à l'autre. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel de retrouver la conscience dans les choses qu'on fait. Et ensuite, ça rejoint un peu cette idée du gaspillage, mais il y a vraiment, on en parle beaucoup dans les enjeux de sobriété, mais moins mais mieux, avec aussi peut-être essayer de sortir de la frénésie ou du compulsif et de se dire ça rejoint un peu ce truc de faire les choses en conscience mais moins mais mieux. Et si je rajouterais quand même une action qui est chouette, c'est de recréer les conditions du vivant, planter des fleurs locales autour de chez vous. C'est beau, ça fait plaisir à tout le monde et ça fait revenir les insectes. Et s'il y a des insectes, il y a des oiseaux. Et voilà. Il faut penser gîte et couvert, mais recréer les conditions du vivant autour de vous. De votre point de vue, quel est le plus grand défi pour les années à venir? Pour moi, le plus grand défi pour les années à venir, c'est d'intégrer la biodiversité dans toutes les grandes décisions, et notamment que la biodiversité soit un enjeu majeur, au même titre que le changement climatique, et que les deux soient interconnectés. C'est un véritable enjeu parce que aujourd'hui, déjà, on sait qu'il y a des décisions pour lutter contre le changement climatique qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur la biodiversité. Mais surtout, aujourd'hui, il y a quand même une démarche qui s'est mise en place. On peut dire que c'est toujours trop long ou autre, mais il y a quand même des actions qui se mettent en place pour le changement climatique. Ça commence à être pris par des grandes entreprises, des grands groupes, par des États. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que tout l'enjeu du changement climatique, c'est la décarbonation et qu'on peut tout traduire en équivalent CO2. Et ça veut dire que il suffit juste d'avoir des formules, des données et autres. On met que des chiffres avec des équivalents CO2 et après, ça fonctionne un peu comme de l'euro, des dollars. On peut faire un plan de réduction de CO2 comme un plan de réduction de dépenses ou comme un plan d'amélioration de la rentabilité. Ça peut être des choses très complexes sur les enjeux de décarbonation, mais c'est des choses que les grands groupes et que même les États ou les grands organismes peuvent faire et savent faire. Et du coup, moi, le risque, c'est que si on prend que l'enjeu climat,
en fait, le système ne changera jamais. On va juste changer d'indicateur, mais le fonctionnement restera le même. Et le fait d'intégrer la biodiversité, justement, ça, on le voit aussi dans la fresque, c'est un des enjeux aussi de la fresque, c'est de pouvoir appréhender cette complexité qu'est la biodiversité et de trouver une autre manière de présenter et de comprendre tous ces éléments. Et ça, on le voit, il y a beaucoup de participants qui sont perturbés par ce côté un peu systémique et complexe, et de dire, c'est pas linéaire. Moi, je pense que c'est un des vrais défis, c'est de pouvoir intégrer cette biodiversité dans toutes les décisions, parce que intégrer la biodiversité va nous forcer aussi à changer le modèle, à changer des systèmes, justement, pour introduire tous ces enjeux de vivant, de dynamique de vivant, des écosystèmes, et d'intégrer aussi tout le rapport au vivant. Je pense qu'il est très important dans cette transition pour pas se contenter juste de changer les indicateurs là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment le plus grand défi là-dessus. Merci beaucoup, Geoffrey. Géraldine, si tu souhaites ajouter un mot. Oui, je rejoins tout à fait Geoffrey, et puis ça va rejoindre ce que j'ai déjà dit un peu, mais pour moi, le grand défi, c'est d'accepter qu'on fait partie de ce vivant, en fait, de le reconnaître, de lui laisser la place qu'il a le droit d'avoir autant que nous, et de questionner, c'est très intéressant, mais en fait, de questionner notre rapport au vivant, de sortir un peu de l'image. Déjà, il y a un énorme enjeu, à mon avis, de sortir de l'image de les animaux, c'est mignon. Voilà, c'est bien, c'est un truc d'enfant et de petite fille, mais c'est quand même pas très sérieux. Parlons de choses sérieuses. Non, la biodiversité, c'est nos conditions de vie, donc c'est quand même assez sérieux. Et donc, de sortir un peu de cette image de marginaux naturalistes qui vont compter des abeilles. Et puis, vraiment questionner notre rapport à la nature. Enfin, on est dans une espèce d'idée c'est ce qui est très intéressant dans la biodiversité, mais ça oblige à questionner nos philosophies, tous les supports philosophiques sur lesquels reposent nos sociétés depuis 150 ou 200 ans, et notamment cette fracture nature-culture, avec d'un côté des gens qui vont considérer la nature comme une source d'exploitation, dont on peut se servir, et voilà, elle est là pour nous, et on prend, et on prend, et on prend, et on prend. Et de l'autre côté, des gens qui vont complètement idéaliser le vivant, la nature sauvage et belle et sage. Et non, pas du tout. Vraiment, non. Et juste retrouver ce qu'est le vivant, en fait. Juste autour de nous, des espèces qui ont évolué, qui ont coévolué avec nous depuis des millions d'années, et de retrouver des égards, en fait, pour ce vivant. Il y a vraiment, je trouve, un vrai enjeu de se dire que il n'y a pas de fatalité sur le ciment sur lequel reposent nos sociétés, en fait. On n'a pas, nos sociétés, elles n'ont pas 300 ans ou 400 ans ou 500 ans, elles sont beaucoup plus longues que ça, elles ont beaucoup changé, elles ont muté. Et donc, il y a un défi de réinventer, en fait, les philosophies sur lesquelles reposent nos sociétés. Et on a besoin de penseurs et d'acteurs, donc on a aussi besoin d'y réfléchir. Merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant de penseurs, on va arriver à la dernière question de cette émission. Alors, Géraldine et Geoffrey, je vais vous inviter à fermer les yeux pour faire un petit exercice de pensée, et on va essayer de se projeter en 2050. Et donc, comment imaginez-vous votre planète dans une trentaine d'années ? Moi, ce que j'imagine pour moi en 2050, c'est plutôt moi, j'imagine bien un monde de villages ou de petites villes interconnectées, avec plein de petits villages, de villes, par exemple en France, qui ont été désertés et qui se sont repeuplés avec des communautés plus petites, mais qui permettent aussi de favoriser les liens, et qui permettent aussi de faciliter aussi une biodiversité plus incluse dans toutes ces villes, avec des villes plus vertes et des gens qui échangent des données et qui partagent des connaissances et des savoirs de manière libre et donnée. Voilà, c'est comme ça que j'imagine un peu la planète. Si Géraldine, tu peux nous partager aussi ce que tu imagines ou ce que tu espères pour 2050 ? Alors moi, ce que j'espère, c'est exactement ça. Je pense que c'est plus facile d'agir localement, et qu'il y a des enjeux dans les communautés un peu plus petites qui se parlent les unes les autres. L'idée, c'est pas du tout de se refermer sur soi, mais d'avoir des communautés où il y a une vraie démocratie participative, où on peut être acteur de nos décisions parce qu'on se sent concerné. Et donc, effectivement, comme si des tiers-lieux étaient partout, en fait. Que voilà, ce serait plus des tiers-lieux, puisque ce serait plus des choses un peu différentes, et ça serait devenu la norme, avec chacun leur spécificité régionale, locale, parce qu'on a aussi besoin de retrouver nos spécificités. L'homogénéisation
de la culture, de nos modes de vie fait aussi beaucoup de mal à la biodiversité, en fait, aux espèces, aux gènes, aux écosystèmes. Voilà, alors ça, c'est ce que j'imagine et ce dont je rêve. Si je me projette dans quelque chose que je pense être un tout petit peu plus réaliste, j'ai fini il y a un mois de lire Les Furtifs d'Alain Damasio, et je me dis que peut-être que la société, elle sera en fait très divisée entre des gens, j'espère beaucoup de gens qui vont avoir une envie d'autre chose justement, et créer ces espaces-là et avoir ces communautés qui vont être résilientes, éventuellement autosuffisantes, voilà, et joyeuses, et de l'autre côté des gens qui vont être terrifiés en fait, et donc rester dans un système assez contrôlé, assez sécuritaire, voilà, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on va, donc peut-être que j'espère qu'il va y avoir à un moment un changement et qu'on va réussir à bâtir ce dont on rêve tous les trois. Mais voilà. Superbe référence, Alain Damasio. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot pour conclure ? Un dernier mot pour conclure, essayez de savoir si vous connaissez toutes les espèces d'arbres que vous rencontrez dans la rue, en allant acheter le pain et autres, sur votre trajet habituel. Regardez si les espèces d'arbres que vous avez, vous êtes capable de donner leur nom. Voilà, juste un petit exercice pour voir justement où vous vous positionnez dans cette reconnexion au vivant. Et d'ailleurs, petite précision, pour avoir un petit coup de pouce, est-ce qu'il y a des applications qui existent justement pour nous aider à les reconnaître ? Ouais, alors il y a 2 applications que je vous recommande. La première, c'est INPN Espèces, l'application du muséum, c'est un peu comme Pokémon Go. Vous prenez en photo des espèces. L'objectif, c'est d'essayer de deviner quel type d'espèce c'est, de trouver le nom de la plante et autres. Et si vous y arrivez, vous gagnez des points en fonction de ce que vous avez trouvé. Si c'est la première espèce de votre commune, vous aurez plus de points. Donc, vous pouvez faire un petit challenge comme ça. Et sinon, il y a aussi l'application PlanteNet qui permet facilement d'identifier le nom d'une espèce que vous retrouvez dans votre rue ou dans la forêt ou autre, que ce soit un arbre ou une plante ou autre. Et Géraldine, un dernier mot pour conclure ? Alors, moi, un de mes chevals de bataille, c'est l'émerveillement. Et le conseil que je pourrais donner au monde, c'est émerveillons-nous, ouvrons les yeux sur ce vivant autour de nous qui est extraordinaire. L'émerveillement, c'est une source de joie. La joie, c'est un moteur de l'action. Et puis, c'est zéro carbone de s'émerveiller, donc c'est pas mal. Et juste, alors, je suis pas une grande fan de citer tout le temps des gens et tout ça, mais je suis allée voir le film La Panthère des Neiges de Vincent Munier, avec Sylvain Tesson, et qui est un film magnifique. Pour l'émerveillement, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment beau. Et il y a une phrase que dit Sylvain Tesson qui, je trouve, répond bien à un peu ce monde où on est tout le temps en train d'aller chercher plus loin la conquête de l'espace, le métaverse, voilà. Et il a cette phrase que je trouvais magnifique. Il dit « Se contenter du monde, se battre pour qu'il demeure ». J'ai trouvé ça beau, donc je vous la partage. Merci pour cette superbe conclusion. Géraldine, Geoffrey, merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Merci Bastien. Bastien. C'était Ciel ma planète. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Pour soutenir votre planète, nous vous invitons à prendre ce sujet en main, à vous informer pour comprendre, puis agir individuellement et collectivement. On a besoin de vous. À bientôt!